Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette session. Les entreprises peuvent-elles être responsables? Voilà de quoi nous allons discuter. Je m'appelle Jean-Marc Vittori, je suis éditorialiste aux Échos. Je suis ravi d'animer ces échanges sur un sujet qui me tient à cœur. Et je ne suis pas le seul d'ailleurs. C'est Marc-Olivier Strauss-Kahn qui a conçu cette session, et parce que le sujet lui tient lui aussi à cœur. Alors, je vous propose de poser cette discussion sous le signe de Spider-Man, Spider-Man qui disait un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Or, les entreprises ont de grands pouvoirs, et ont-elles une responsabilité en face? L'approche juridique dit que la plupart des entreprises ont une responsabilité limitée, ou que ceux du moins qui en détiennent les actions. Il y a aussi une approche économique. Il y a 50 ans, presque jour pour jour, puisque c'était le 13 septembre 1970, l'économiste américain Milton Friedman publiait une chronique dans le New York Times qui était titrée « La responsabilité sociale des entreprises et d'accroître leurs profits ». Il l'avait dit une dizaine d'années plus tôt, mais ça n'avait pas changé grand-chose. Mais là, dans un univers, dans une économie mondiale qui était en train de changer, ça a changé beaucoup, beaucoup de choses. Dans les décennies suivantes, beaucoup de grandes entreprises, en particulier dans les pays anglo-saxons, mais pas seulement, ont réorienté leur stratégie pour maximiser le profit pour l'actionnaire et en oubliant beaucoup de choses derrière. Mais le débat a été vif tout au long de ces décennies. Il y a eu des crises financières, mais pas seulement. Et puis, on a commencé à parler de responsabilité sociale de plus en plus, notamment vis-à-vis des salariés. On a parlé aussi de responsabilité environnementale. L'expression de capitalisme de partie prenante est apparue, mais elle était déjà dans le paysage depuis longtemps, puisque le forum de Davos, aussi étrange que cela puisse vous paraître, avait été créé avec cette idée du capitalisme de partie prenante par rapport au capitalisme d'actionnaire. Et donc là, la responsabilité se fait vis-à-vis de toute une série d'acteurs. L'an dernier, le Business Roundtable, qui est une importante organisation patronale américaine, avait affirmé que le capitalisme était un capitalisme de partie prenante, que l'entreprise avait une responsabilité vis-à-vis de ses actionnaires, mais aussi de ses salariés, de ses fournisseurs, des collectivités locales qui les hébergent, etc. Où en sommes-nous aujourd'hui? On va aborder cette question avec des économistes et puis des femmes, des hommes d'entreprise que je vous présenterai au fur et à mesure. Et dernier point, avant de lancer vraiment le débat, je vous rappelle à vous qui assistez à cette conférence que vous pouvez poser vos questions que je pourrai prendre grâce à ma petite tablette dans un second temps. Et s'il y a des questions techniques, je les prendrai au fur et à mesure. Voilà. Alors, je vais commencer avec Manuela Borella. Manuela, vous travaillez chez Danone, le géant mondial de l'agroalimentaire, le yaourt, les eaux en bouteille, la nutrition, une entreprise qui est dirigée par Emmanuel Faber, qu'on a pas mal entendu sur ces sujets de responsabilité. Vous êtes vice-président de la Plant-Based Acceleration, qui est donc l'unité qui fait les laits et les produits laitiers à base de plantes, un secteur d'innovation et sans doute appelé à une grande croissance. Alors, je commence par vous parce que l'article de Friedman, que j'évoquais tout à l'heure, de Milton Friedman, avait fait débat aux États-Unis, mais aussi en France. Et le patron des patrons de l'époque, François Sérac, avait demandé à Antoine Riboud, qui était à l'époque patron de Danone, qui ne s'appelait pas encore comme ça, je crois, de venir faire un discours devant les assises des chefs d'entreprise en octobre 1972 à Marseille. Et je voudrais que vous nous racontiez un petit peu ça, puisque ça a joué un rôle très important dans la position de Danone vis-à-vis de cette question de la responsabilité. Bonjour, oui, merci pour la question. En effet, 1972, l'entreprise s'appelait BSN encore et Antoine Riboud en était le patron. Patron atypique et connu depuis 1968 pour l'OPA sur Saint-Gobain, OPA sur lequel il disait « Je me suis ratatiné ». Saint-Gobain était 3 fois plus grand que BSN, mais ça l'avait mis déjà devant la scène publique française. Et c'est que peut-être les gens ne savent pas, c'est que 1968, à la suite des mouvements de mai et des mouvements étudiants et des jeunes, Antoine Riboud avait déjà lancé le concept du double projet économique et social à l'intérieur de l'entreprise. Donc, il avait adressé une lettre en juin de cette année-là, donc 68,
à ces cadres, à ces agents de maîtrise à l'intérieur de l'entreprise en disant nous devons focaliser sur ce double projet. Nous avons une responsabilité. Mais il est devenu encore plus connu et encore plus atypique en 1972 devant ce qui est devenu après le MEDEF, donc un écosystème très particulier devant les patrons d'entreprises comme lui, en disant, il était appelé à parler de la croissance économique. C'était ça le sujet, croissance économique et impact sur la qualité de vie. Il avait dit, il avait démarré son discours en disant, bien sûr, la croissance économique a changé la qualité de vie dans l'Occident, mais le résultat est loin d'être satisfaisant. Et avec ça, il avait introduit le concept du fait que l'entreprise a une responsabilité, que la porte d'entreprise ne s'arrête pas, que l'impact de l'entreprise ne s'arrête pas à la porte de l'entreprise et que donc nous avons un devoir, nous les entreprises, de prendre en charge cette responsabilité sociale et sociétale. Et ce discours l'avait placé encore plus, on peut dire, à l'extérieur du groupe des pairs, des patrons. Il n'avait pas été très bien reçu. Il y avait C'est eu un silence de mort d'ailleurs un pendant ce silence de discours. mort, exact. Le seul mouvement, disons, qu'il avait soutenu, c'était le mouvement des jeunes, C'est qui était évident. représenté aussi. Mais on peut clairement affirmer que cela avait été un moment extrême pour lui comme patron et entrepreneur français. Ce qui est intéressant, c'est que quelques mois après, c'est là où BSN a fusionné avec Danone et où Antoine Reboux est devenu partenaire de Daniel Carasso pour ce beau groupe qui est devenu Danone, Danone ensuite. Donc, c'est comme ça qui a démarré. C'est qui est chez nous une philosophie qui continue et qui a été portée par Franck Reboux ensuite, donc par le fils d'Antoine Reboux, et clairement par Emmanuel Faber aujourd'hui. Alors, il y a un professeur de l'EM Lyon, hein, Pierre-Yves Gomez, qui a publié il y a 3 ans un article où il parlait du paradoxe de Reboux et où il disait, je le cite, un double projet économique et social devient insoutenable quand l'entreprise est aussi soumise aux convoitises d'une finance qui spécule sur ses profits. Et il faisait allusion à toute une série de choses très ponctuelles mais réelles qui sont passées chez Danone. Vous réagissez comment? Écoutez, chez nous, donc moi, ça fait 20 ans que je travaille heureuse chez Danone. Chez nous, la philosophie a évolué et nous avons certainement adopté des ambitions encore plus fortes pour être vraies par rapport à notre responsabilité sociétale. Mais chez nous, la philosophie est claire. Et Franck Reboux nous l'a répété tous les ans qu'il a été notre patron et Emmanuel Faber fait la même chose. Il ne peut pas y avoir responsabilité et projet social s'il n'y a pas un projet économique dans une entreprise comme la nôtre, une entreprise cotée. Nous avons une responsabilité, nous avons une responsabilité très forte vis-à-vis de la communauté financière, mais grâce à cette responsabilité et à la façon dans laquelle nous remplissons cette responsabilité, nous gagnons la liberté pour aussi remplir la responsabilité sociale et sociétale qui est très forte chez nous. L'engagement des gens, des employés chez Danone est hyper fort. Et cet engagement, ça se traduit évidemment avec une obsession pour les résultats et pour la croissance, mais aussi une obsession pour la façon dans laquelle on arrive à ces résultats et avec laquelle on fait la croissance. Vous employez une expression importante que j'ai déjà entendue chez plusieurs chefs d'entreprise qui est gagner la liberté. C'est tout à fait important. Aurélie Pied, vous êtes économiste indépendante, vous êtes membre du think tank BSI Economics, qui est une jeune institution très, très dynamique et intéressante. Alors vous êtes partisane d'un changement de paradigme, hein. Vous pensez qu'il faut repenser l'économie. Vous l'avez raconté notamment dans un livre qui s'appelle hein, Quand l'Homo economicus saute à l'élastique, 3 petits points sans élastique, paru chez Plomb. Et pour vous, la responsabilité de l'entreprise, il n'y a pas le choix, tout simplement. C'est ça, donc bonjour à tous avant tout. Merci au GECO d'avoir maintenu cet événement malgré les circonstances et puis merci aussi Jean-Marc pour avoir organisé cette conférence. Donc oui, à la question, les entreprises peuvent-elles être responsables moi je réponds que ça ne devrait pas être une question mais plutôt une affirmation. Les entreprises doivent être responsables aujourd'hui. Je rappelle, je crois qu'on le sait tous, mais
c'est nécessaire à mon avis de le rappeler encore, c'est la première fois de l'histoire que l'homme est à l'origine d'une modification profonde de son environnement. Il est question aujourd'hui d'épuisement de nos ressources naturelles. C'est 50% des forêts et des zones humides qui aujourd'hui disparaissent. En un siècle, ça a été le cas. Il est question aussi de disparition des espèces. On parle de 6e extinction de masse. En un siècle aussi, ce sont des millions d'espèces qui ont disparu. On évoque aujourd'hui le permafrost. C'est des quantités de gaz à effet de serre qui sont en train aujourd'hui d'être libérées, avec en sommeil des potentiels virus ou bactéries qui pourraient émerger. Donc aujourd'hui, il faut bien prendre conscience que c'est la survie de l'homme qui est en danger. Et donc à partir de là, c'est à chacun de prendre ses responsabilités. Je crois que tout le monde a un rôle à jouer, évidemment, là-dedans et dans cette mission. Les citoyens, les entreprises, les pouvoirs publics, mais les entreprises, évidemment, ont un impact majeur. Je reprendrai les mots d'Emery Jacquia, qui est le PDG, si je ne dis pas de bêtises, de la CAMIF, donc une des premières entreprises à mission aussi, qui faisait référence à une étude, l'étude de Carbone 4, qui précise justement que si tous les Français mettaient en place des éco-gestes, on arriverait à obtenir 25, on serait à 25% du chemin pour un équilibre à 2% en termes de réchauffement climatique. Ça veut dire qu'il reste 75% qui serait de la responsabilité, selon lui, des entreprises et des pouvoirs publics. Et donc, les entreprises, évidemment, et je suis complètement d'accord avec ça, et avec lui et les pouvoirs publics, mais les entreprises sont un levier incroyable de transformation de la société, de par leur rôle dans la société, de par leur capacité à rayonner, de par leur capacité financière, de par leur capacité à communiquer. Donc, elles ont un rôle à ce niveau-là qui est fondamental. Et l'entreprise de demain, l'entreprise, j'allais dire résiliente, ou qui sera résiliente, c'est celle qui justement comprendra que les performances économiques vont de pair avec les performances évidemment environnementales et sociales. Ça, ce sont des éléments majeurs. Et la bonne nouvelle, ce sont donc pour moi des entreprises qui vont répondre, des entreprises de demain, c'est celles qui vont répondre aux enjeux majeurs du XXIe siècle, donc aux enjeux sociétaux, aux enjeux environnementaux. Et la bonne nouvelle, ce qui est en train d'émerger aujourd'hui et ce qu'on voit apparaître, c'est le développement justement de tout un tas de modèles économiques alternatifs et des entreprises qui vont vers des modèles économiques alternatifs comme l'économie sociale et solidaire, l'économie de la fonctionnalité, l'économie contributive, l'économie circulaire, l'économie symbiotique. Ce sont des modèles économiques alternatifs qui précisément remettent au centre de leurs préoccupations l'environnement et l'humain. Et face à ça, oui. Et face à ça, et je terminerai là-dessus, des éléments aussi qui sont facteurs de bonnes nouvelles et qui vont dans cette direction, ce sont, on le voit effectivement, le gouvernement qui prend la décision de mettre en place un nouveau statut juridique, qui est celui des entreprises à mission, pour témoigner évidemment de ces... On va en parler après. Oui. Et la dernière chose, effectivement, les entreprises aussi qui sont labellisées Bicorp, comme Patagonia, Nature et Découverte, ce sont des entreprises qui cherchent à avoir un impact positif sur leur environnement. Donc on est effectivement dans ce changement de paradigme, dans cette prise de conscience qu'il faut redonner du sens, que l'entreprise doit redonner du sens, que l'objectif premier ne doit pas être l'objectif financier, effectivement, et que pour être résilient, demain, eh bien, il va falloir évidemment remettre au centre de préoccupation précisément cet homme et cet environnement. Alors ça, c'est une vision, je dirais, presque normative. Je pose la même question que celle que j'avais posée à Manuela, mais de manière un peu différente. Il y a encore beaucoup d'entreprises où les actionnaires jouent un rôle tout à fait important, et il y en a, on l'a vu de manière très concrète dans un certain nombre de cas ces dernières années, qui veulent recadrer l'entreprise vers la maximisation du profit. Comment ça évolue? Est-ce que ça peut évoluer sans changement juridique, sans changement de normes? Ben oui, ça évolue. Là, on voit, je parlais des entreprises qui sont labellisées Bicorp. Précisément, ce sont des entreprises qui
ont Oui, oui. pour objectif premier d'avoir vraiment un impact positif et de ne pas avoir un objectif financier. Elles sont 3400 dans le monde, ces entreprises. En France, elles sont de plus en plus nombreuses, il y en a une centaine. C'est dans 70 pays du monde. Donc, alors évidemment, ce n'est pas encore dominant, mais tout ça sont des signaux faibles. Mais on commence effectivement à aller vers cette démarche-là, que ce soit effectivement des actionnaires aussi qui prennent conscience, des investisseurs aussi de façon plus globale, qui veulent s'orienter vers des entreprises qui justement redonnent du sens et qui ont un vrai projet de société. Alors, nous allons maintenant écouter Claire Vézan. Claire, vous êtes secrétaire générale d'Engie, vous en été directrice, vous l'êtes encore d'ailleurs, je ne sais pas, directrice générale par intérim. Engie, c'est un géant de l'énergie, dans le gaz, les énergies renouvelables, les solutions énergétiques proposées aux différents acteurs. Donc, on est dans un domaine qui a été très, très mis en lumière dans ces questions de responsabilité, notamment vis-à-vis évidemment du climat et des émissions de gaz à effet de serre. Donc, pour vous, la responsabilité, c'est surtout une responsabilité vis-à-vis de l'avenir. Comment vous voyez ça? Oui, d'abord, bonjour à tous, bonjour à vous tous qui nous écoutez. Merci au GECO de nous donner l'occasion aujourd'hui de débattre. Alors oui, une entreprise comme Engie, Engie c'est 170 000 personnes dans le monde, des activités énergétiques et des activités d'efficacité énergétique, pour faire court, et d'autres types de services. Donc, pour une entreprise comme la nôtre, Engie, je le dis pour ceux qui sont nés il y a quelques années, c'était GDF Suez. Donc, c'est une entreprise dont l'ADN est un ADN qui est un ADN au service du public, de services publics d'entreprises publiques qui était GDF. Et c'est une entreprise qui, il y a quelques années, a fait le tournant de la transition énergétique. C'est le tournant de la transition énergétique, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'entre 2015 et maintenant, on a divisé par 2 nos émissions de gaz à effet de serre. Et ça veut dire qu'entre maintenant et 2030, on se fixe à nouveau de diviser par 2 nos émissions de gaz à effet de serre. Pour dire peut-être les choses encore différemment et raisonner en termes de label, nous sommes une entreprise qui est labellisée Science-Based Target 2 degrés. Donc notre trajectoire est compatible avec la limitation à 2 degrés du réchauffement climatique. Donc oui, pour une entreprise comme Engie, être responsable, c'est bien sûr, et c'est dans notre raison d'être, avoir un impact positif sur les personnes et sur la planète. Et j'ajoute que notre raison d'être nous dit que nous devons chercher à avoir cet impact positif et nous devons concilier la performance économique avec cet impact positif sur les personnes et la planète. Et là, je reprends un peu le débat précédent. Je pense qu'il faut avoir conscience du fait que les actionnaires aujourd'hui, quand ils financent une entreprise, ils cherchent la création de valeur, ils cherchent la performance économique. Ce dont je suis intimement convaincue, et ce qui est particulièrement vrai dans le domaine de l'énergie, c'est que pour que cette création de valeur soit soutenable, soit durable, il faut qu'elle prenne en compte son impact sur la planète et sur les personnes. Sinon, on a des business models qui ne sont pas soutenables, qui ne sont pas durables et qui donc, au fond, ne sont pas créateurs de valeur dans la durée. Donc, je crois qu'aujourd'hui, je dirais que la soutenabilité n'est pas une option, elle va le devenir de moins en moins. Et dans un secteur comme le secteur énergétique, c'est absolument évident. Bien, alors on va voir encore un autre avis d'entreprise, une économiste qui travaille en entreprise avec vous, Amélie Roux. Donc vous êtes économiste à Saint-Gobain, l'entreprise qui avait voulu racheter Antoine Riboud à la fin des années 1960. Donc vous êtes dans les matériaux, notamment les matériaux de construction, et on en parle pas mal pour tout ce qui concerne les questions d'isolation qui sont mises en lumière encore récemment dans le plan de relance. Et pour vous, donc, l'opposition entre rentabilité et responsabilité sociale et environnementale des entreprises, c'est quelque chose qui tient de moins en moins. Oui, effectivement, je pense que cette dichotomie-là, elle a tendance à beaucoup s'affaiblir. Déjà, vous avez parlé de l'héritage de Friedman, c'est vrai, il a une influence importante. Mais on a quand même un autre héritage en Europe aussi, qui est celui d'un capitalisme européen assez différent du capitalisme anglo-saxon, plus responsable déjà à l'origine. Je pense que c'est tous les travaux qui sont menés, qui sont illustrés par Jean-Dominique Sénard. Je pense qu'ils ont du sens pour illustrer une vision assez européenne du capitalisme.
Et même quand on regarde de façon plus récente dans les évolutions qui ont eu lieu cette dernière décennie, moi, je vois 3 raisons pour lesquelles, effectivement, comme l'ont déjà dit les précédentes participantes, cette dichotomie se réduit. La première raison, c'est qu'en fait, on est déjà dans un capitalisme de parties prenantes, en grande partie. On le voit sur les parties prenantes que sont les consommateurs, par exemple. Même nous, on n'est pas chez Saint-Gobain exposé directement aux consommateurs, on s'adresse plutôt à un public de professionnels, mais on voit monter cette demande de production responsable, éthique d'un point de vue environnemental. On le voit par exemple sur l'isolation en matériaux biosourcés. On a les autres parties prenantes aussi qui sont des salariés. Aujourd'hui, développer une stratégie responsable, c'est aussi attirer et fidéliser des salariés. Et puis, on le voit aussi au niveau des actionnaires qui sont une partie prenante importante. Je pense, pour répondre à la question que vous avez posée précédemment à Aurélie Piet, pour apporter un éclairage complémentaire, ils ont déjà évolué. On a des actionnaires engagés, on a des fonds ISR, et puis il y a ces actionnaires mainstream, les grands actionnaires institutionnels, qui ont déjà évolué dans leur pratique. Vous avez entendu parler des lettres de Larry Fink, de BlackRock. Au-delà de ça, vous avez une réorganisation des actionnaires institutionnels qui font rapprocher, voire fusionner parfois leurs équipes ESG avec leurs équipes d'analystes financiers et qui imposent des critères ESG qui se durcissent au fur et à mesure du temps. Donc en fait, on est déjà, je pense, de plus en plus dans une approche où l'écosystème des entreprises prend en compte ces différentes parties prenantes et ce concept vous savez, de création de valeur partagée dont on a entendu parler, je pense, continue à se développer. La deuxième raison pour laquelle cette dichotomie me semble assez limitée maintenant, c'est que de plus en plus, les reportings extra-financiers ont tendance à se rapprocher des reportings financiers. On va en parler après. Vous voyez, il y a un bon exemple, c'était CFD, on pourra en parler après, mais on voit qu'il y a une internalisation financière des externalités des entreprises et de leur production. Et je pense que ça, c'est très important. Et la plupart des projets réglementaires, que ce soit en termes de taxonomie, que ce soit en termes de taxe carbone, visent à cette internalisation financière. Et donc, ça rend cette dichotomie assez artificielle finalement. Et puis, le dernier point, je rebondirai sur ce qu'a dit Claire. Je pense que nous, chez Saint-Gobain, on est tout à fait en ligne avec ça. On est persuadé que cette stratégie responsable, elle est source de croissance soutenable et rentable à long terme. Je peux vous donner 2 signes, c'est que vous voyez les plans de relance qui mettent la transition énergétique au cœur des financements. Oui, pas seulement en France. Pas seulement en France, partout en Europe. Nous, on est persuadés que c'est une source d'opportunité, de croissance à long terme pour nous. Typiquement, sur la rénovation énergétique, on est aligné avec les objectifs des gouvernements là-dessus et ce sera une source de croissance pérenne. Et puis, un deuxième exemple que je peux vous donner, qui est peut-être plus parlant, on vient d'annoncer des nouveaux objectifs, une nouvelle feuille de route en matière de réduction de nos émissions CO2. Et aussi, comme Engie, pour être en ligne avec une trajectoire de 2 degrés et même être en ligne avec notre objectif de net zéro carbone en 2050. Et associé à ces objectifs de réduction des émissions de CO2, on s'est engagé sur une enveloppe d'investissement des CAPEX dans nos usines, des CAPEX en R&D, des investissements en R&D, d'environ 100 millions par an. 100 millions par an, c'est une partie importante de nos investissements. On dit on va les consacrer à notre trajectoire bas carbone. Ça nous pénalise à court terme en termes de profitabilité, mais on est persuadé qu'à long terme, en revoyant nos processus industriels, en réduisant notre facture énergétique, en revoyant la conception de nos produits et en intégrant davantage de recyclage dans nos produits, en fait, on va gagner en compétitivité, on va réduire la facture énergétique, on va aussi se différencier par rapport à des concurrents et donc on va porter notre croissance à long terme. Et on est prêt à investir beaucoup, y compris en R&D, donc avec des résultats qu'il faudra délivrer, sur cet engagement-là. Donc en fait, c'est vraiment l'idée d'une internalisation de notre responsabilité sociale et environnementale au service d'une croissance de long terme. Et je pense que ce qui est important, c'est que les investisseurs de plus en plus suivent dans cette démarche-là. Je crois que ça, c'est un point absolument clé qui n'est pas assez souvent vu
en France. Vous avez cité BlackRock tout à l'heure. BlackRock, c'est le premier gestionnaire d'actifs au monde qui gère plus de 7 000 milliards de dollars. Et c'est une entreprise qui a fait sa réputation, sa puissance sur l'analyse des risques. Et c'est en analysant les risques qu'ils se sont rendus compte que le risque climatique et le risque de réchauffement étaient un risque absolument majeur et que ça les a amenés à changer. Pas encore totalement, hein, ils ont encore beaucoup de travail à faire, mais ils ont déjà pris un vrai virage. Et en Europe, le leader européen de la gestion d'actifs, qui est Amundi, est dans une démarche qui n'est pas très différente. Et eux, ils sont aussi très, très actifs, même s'ils ont eux aussi encore beaucoup de chemin à parcourir. Là-bas, on parle de la finance, donc on va parler maintenant avec un financier. Didier Bruno, vous dirigez la CERA. La CERA, c'est la Caisse d'épargne Rhône-Alpes. Alors Aurélie en parlait tout à l'heure, vous avez un statut qui est différent d'une entreprise cotée en bourse, même si dans votre constellation, il y a des bouts qui sont cotés en bourse, mais la CERA n'est pas cotée en bourse, elle a un statut coopératif. Et votre responsabilité, c'est quoi? Alors, bonjour à tous, très heureux de vous retrouver. Quand j'ai vu l'intitulé de cette conférence sur l'entreprise, la responsabilité de l'entreprise, ça m'a interrogé à deux niveaux. Ça m'a bien sûr interrogé au niveau personnel, hein. Je vais vous livrer un petit peu mon témoignage, vous dire un petit peu comment j'essaye de jongler entre les différents niveaux de responsabilité, entre la responsabilité qui découle de notre statut et puis la responsabilité qu'on essaye de mettre à l'origine de nos actions. Et je crois que c'est une tension permanente entre les deux. Et puis la deuxième chose qui m'intéressait, on en parlera peut-être Jean-Marc, hein, c'est ce moment Covid qui a été assez particulier pour le monde bancaire, notamment au mois de mars, où les banques se sont beaucoup mobilisées. Et j'ai pu le voir dans les équipes, et c'est quelque chose qui a été très important pour moi, de voir que la responsabilité, ce n'était pas quelque chose qu'on décrétait d'en haut, mais qui pouvait se vivre en bas, qui pouvait se vivre, et en bas n'est pas péjoratif, hein, mais qui pouvait se vivre dans les équipes, et que la responsabilité était vraiment porteur de sens. Il y a eu un moment Covid, hein, avec la distribution des PGE, avec le report d'échéance, qui a été, je pense, assez fondateur pour le monde bancaire et notamment dans ses rapports avec son écosystème. Alors, à titre personnel, moi, comment je vis les différents niveaux de responsabilité? Bon, tout d'abord, je suis cadre dirigeant dans une entreprise, on va dire classique, donc je dois être en règle avec la conformité, je dois contribuer au bien commun, je dois assurer la pérennité de mon activité. J'allais dire c'est assez classique, c'est compliqué, mais c'est assez classique. Ensuite, j'ai un statut bancaire, donc j'ai un autre niveau de responsabilité. Là aussi, imposé par mon statut, je dois protéger les dépôts de mes déposants et puis je dois financer l'économie au sens large, du particulier jusqu'au monde de l'économie sociale et solidaire, la collectivité locale. Et puis j'ai un troisième niveau de responsabilité qui est lui aussi la conséquence de notre statut, c'est que nous sommes une banque régionale coopérative. 480 000, je crois, sociétaires, hein. Il y a bien sûr d'autres banques, hein, le Crédit Agricole, la Banque Populaire. Nous sommes coopératifs, c'est-à-dire que nos actionnaires sont des sociétaires qui sont nos clients et ils sont sur un territoire bien déterminé. Pour la Caisse d'épargne Rhône-Alpes, c'est 5 départements. Ça me donne des responsabilités particulières. Ces gens-là me confient leur épargne. Cette épargne, ils veulent que je l'investisse dans le bien commun, dans le territoire. J'ai quelque part une contribution dans le fait de développer ce territoire, dans toutes ces dimensions. Dans les dimensions qui intéressent bien sûr les sociétaires en tant que citoyens, mais aussi dans d'autres dimensions. C'est-à-dire que je dois travailler sur la santé, je dois travailler sur l'innovation, je dois travailler sur les ascenseurs valléens, je dois travailler sur les cœurs de ville, etc., etc. Je ne peux pas, je ne dis pas que je dis oui à tout, mais je ne peux pas éluder un secteur, je ne peux pas éluder une dimension du territoire ou une dimension de l'écosystème. Ça, je crois que c'est très très important parce que j'ai cette responsabilité de contribuer à faire grandir ce territoire aux côtés d'autres acteurs bancaires régionaux et puis bien sûr d'autres financiers. Ensuite, par rapport à ça, j'ai, j'allais dire, toutes les responsabilités que j'essaye de mettre à l'origine de nos actions. Quand on est une banque régionale coopérative, on doit absolument être clair sur l'arbitrage entre le temps court et le temps long. C'est très important. Mes sociétaires me le rappellent, mais moi, je me le rappelle à moi-même. C'est-à-dire que le ROE, c'est important, mais il faut en faire aussi, parce qu'il faut être profitable, être rentable, sinon on n'est pas durable, hein, si on n'est pas rentable. Et on est là depuis 200 ans, j'espère qu'on sera encore là dans les 200 prochaines années, mais je dois être clair sur l'arbitrage entre le temps court et le temps long. Si aujourd'hui je travaille
avec les professionnels de l'écosystème pour le concept de montagne l'été, c'est parce que si demain on veut continuer, j'allais dire, à être performant, il faut absolument qu'on arrive à, j'allais dire, ouvrir à la montagne une perspective de montagne l'été et aussi une perspective de montagne l'hiver dans un cadre de transition écologique, etc. Donc avec des investissements qui seront longs, qui seront lourds. Ça, c'est quelque chose que nous devons assumer. La deuxième chose qui est en termes de responsabilité, quand on est une banque en proximité, c'est qu'on doit regarder tous les dossiers. On ne dit pas oui à tous les dossiers, parce que j'ai aussi une responsabilité de banquier d'être performant, de respecter mes ratios. Et puis une banque est riche, entre guillemets, plus elle pourra prêter dans le temps, par ces ratios que vous connaissez, les ratios BAL 3, etc., qui nous obligent à une rentabilité. Mais je dois quand même regarder tous les dossiers. Je ne peux pas exclure un secteur, je ne peux pas dire je regarde les dossiers de Grenoble, je ne regarde pas les dossiers d'Annecy. Et donc ça, c'est très important en termes de responsabilité parce que ça veut dire que j'ai une couverture d'écosystème. Je dois les regarder, ces dossiers, en transparence et en proximité. C'est-à-dire que moi, je ne peux pas dire votre demande de crédit, j'étais d'accord, elle est montée en TGV à Paris et Paris a dit non. Non, le centre de décision, il est ici à la Tourine City à Lyon. Et donc, on a mon portable. Je dois être capable de dire pourquoi j'ai dit oui, pourquoi j'ai dit non, comment on pourrait revenir à un dossier, j'allais dire, présentable. Donc, c'est une responsabilité relationnelle importante. Et j'allais dire la qualité de la relation comme la qualité de la transaction, pour moi, c'est quelque chose, j'allais dire, qui ne souffre pas de comparaison. Voilà, donc c'est ça pour nous le sens des responsabilités. Il y a à la fois une responsabilité qui est issue de notre statut, de notre positionnement, j'allais dire même issue de notre histoire, caisse d'épargne, qui à l'origine était sur la prévoyance, qui à l'origine était sur les bains municipaux et le logement social, les HLM. Donc on a cette responsabilité-là, mais aussi derrière, on doit générer une responsabilité dans la façon de faire notre métier. Et ça, je crois que c'est très important, ce système de poupée russe, avec cette tension permanente. Le dirigeant, il est en tension permanente entre la responsabilité de son statut, du type d'entreprise qu'il dirige, et puis la responsabilité, j'allais dire, que son éthique, avec ses valeurs, avec son histoire, lui impose. Alors vous avez évoqué un point absolument essentiel et qui change tout dès qu'on commence à l'intégrer plus largement, qui est le temps court et le temps long. C'est-à-dire dès qu'on commence à allonger les horizons, notamment sur les questions environnementales, mais aussi sur les questions sociales, le paysage change tout de suite et la responsabilité devient tout de suite d'une nature différente. Ça rejoint aussi un peu ce que disait Claire tout à l'heure. Alors, je voudrais qu'on creuse maintenant un petit peu. On l'a senti déjà à travers vos interventions, mais qu'est-ce qui a changé? On sent que sur cette question de la responsabilité, les entreprises elles sont pas statiques, elles sont en train de bouger. Je voudrais qu'on comprenne un peu ce qui fait bouger cette responsabilité des entreprises. On va commencer là avec vous, Amélie. Vous avez commencé, parce que vous avez commencé à en parler, il y a les instruments financiers, il y a le mode de reporting, il y a aussi les réglementations. Qu'est-ce qui fait bouger Saint-Gobain là-dessus? Écoutez, déjà, ce qui fait bouger Saint-Gobain, avant tout, c'est la conviction personnelle de ses dirigeants. Il se trouve que, comme d'autres entreprises ici, c'est une entreprise qui est très, très ancienne. On a 350 ans. Donc, en fait, on se projette naturellement dans le temps long. Et on a été, entre autres, porté par la conviction personnelle de Pierre-André de Chalendar quand il est devenu directeur général. Sa première prise de parole, c'était pour dire qu'il était à la confluence des parties prenantes. Donc, c'était quand même un discours assez... c'était un discours en interne, un positionnement en interne qui a été assez marquant. Et puis, il s'est positionné très tôt sur les sujets climatiques. En 2015, il a publié un livre en amont même des accords de Paris. Donc, il y a déjà une conviction qui est propre à nos dirigeants. Il y a la volonté aussi de se projeter dans le temps long parce qu'on a cette histoire-là. Mais je dirais qu'au-delà du simple cas de Saint-Gobain, il y a vraiment cette idée qui a été déjà mentionnée d'un écosystème qui, en fait, évolue de façon assez coordonnée et qui progresse dans le temps. Donc, pour moi, je vois vraiment cette problématique de RSE comme une lame de fond qui progresse. Je trouve qu'il y a un exemple qui est assez révélateur de ce point de vue-là. C'est par exemple le cas de l'actionnariat salarié. L'actionnariat salarié, ça a été autorisé par les lois, ça a été adopté par un certain nombre de grandes entreprises qui en ont vu les bénéfices.
en matière de responsabilité sociale vis-à-vis des salariés. On a vu les bénéfices en matière de motivation, en matière d'alignement des intérêts aussi entre les différentes parties prenantes. Et puis après, ce système-là se diffuse et on a un nouveau round de réglementaire. Donc en France, c'est la loi Pacte en 2017 qui favorise, qui facilite l'adoption de schémas d'actionnariat salarié pour les entreprises plus petites. Et donc maintenant, ça se répand à nouveau, étape supplémentaire auprès des ETI. Vous voyez, en fait, c'est un schéma où les entreprises, les États, la société civile évoluent et puis se renforcent graduellement. Et c'est comme ça, je le vois vraiment comme un processus qui s'auto-renforce, en fait, au-delà du simple cas de Saint-Gobain. Les observateurs de l'entreprise, pendant très longtemps, il y avait du reporting qui était un reporting financier. Et donc, le reporting financier, ce que regardaient beaucoup d'observateurs, c'était le chiffre qui était en bas à droite, qui était le résultat, le profit. Mais se développent aussi d'autres formes de reporting, ce qu'on appelle le reporting extra-financier. J'aimerais que vous nous en disiez un mot. Oui, donc effectivement, maintenant, toutes les grandes entreprises sont soumises à des réglementations en matière de reporting extra-financier sur un certain nombre de risques qu'elles génèrent et sur les externalités qu'elles peuvent générer. Et c'est ce que je commençais à vous dire, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on s'oriente vers un rapprochement en fait entre ces reportings extra-financiers et les reportings financiers. Si on prend par exemple le TCFD, donc c'est un reporting climatique, donc c'est censé être un reporting extra-financier. Il n'est pas obligatoire pour l'instant, il incite les grandes entreprises à révéler et à analyser leur performance et leur stratégie dans le temps en fonction de l'évolution du climat. Donc en fait, dès sa conception même, c'est un reporting qui vise à relier l'extra-financier, c'est-à-dire le climatique, et le financier, c'est-à-dire la performance de l'entreprise. Il est possible que ce reporting, à terme, même probable que ce reporting devienne obligatoire. Donc, vous voyez, de plus en plus, non seulement on a ce reporting extra-financier sur lequel on doit communiquer, mais en plus, il lui-même évolue et converge vers les reportings financiers. Donc, ça va dans ce même sens d'une internalisation des externalités des entreprises. Un point évidemment clé. Alors, Manuela Aurélie, tout à l'heure, nous parlait des différents statuts d'entreprise, le développement de la Bicorp. On a déjà entendu les mots raison d'être et entreprise à mission. Là aussi, c'est un cadre réglementaire, législatif qui évolue et Danone s'en empare. Je ne sais pas si ce n'empare, c'est le bon verbe, mais sûrement ça fait partie de la trajectoire de Danone. Par rapport à Bicorp, en effet, nous avons posé une première pierre en 2015 avec la première business unit, comme on l'appelle, aux États-Unis, qui est devenue Bicorp. Mais nous sommes désormais sur un bon pourcentage de notre business qui est certifié Bicorp, avec en particulier le North America, donc l'Amérique du Nord, États-Unis et Canada, qui sont Bicorp, donc avec plus de 30% de notre chiffre d'affaires qui est certifié Bicorp. Donc, cette trajectoire, on continue parce que notre ambition, c'est de devenir vraiment Bicorp comme toute Danone. Et en parallèle, nous avons, en 2020, nous sommes devenus la première entreprise cotée qui est société à mission, entreprise à mission, avec la création d'un comité indépendant qui, en effet, nous accompagne dans cette ambition. Cela fait vraiment partie, je pense, c'est important de le dire, d'une trajectoire d'entreprise qui a démarré, on peut dire d'ailleurs, en 68. C'est quelque chose qui est une évolution, un continu, qui vient sûrement d'un côté des croyances personnelles de nos dirigeants, donc là, Antoine Reboux, Franck Reboux, Emmanuel Faber, mais aussi de tous le comité exécutif à leur côté et de tous les dirigeants et les employés de Danone. Donc, c'est tout d'abord quelque chose qui est une forte conviction des personnes qui font Danone aujourd'hui. Et pourquoi cette forte conviction? Aussi parce que nous avons une mission qui a été établie par Franck Reboux, qui nous pousse à vouloir apporter la santé par l'alimentation au plus grand nombre. Donc déjà, là, nous avons évidemment un côté économique très fort
parce qu'il y a de l'économique derrière, mais il y a aussi une ambition sociétale très forte, parce que la santé par l'alimentation, c'est quelque chose de très important. Et derrière ça, il y a aussi la prise de conscience qui évolue du fait que l'écosystème dans lequel on évolue, l'écosystème de nos consommateurs, des gens qui donc choisissent Danone chaque fois qu'ils achètent quelque chose, mais pas seulement, l'écosystème de nos partenaires, donc des éleveurs, par exemple, de nos fournisseurs en général, et l'écosystème aussi de nos actionnaires, tous sont derrière et en soutien de cette évolution. Donc, c'est quelque chose qui est une trajectoire naturelle pour notre entreprise et qui se renforce chaque jour de plus avec les moyens qui existent et donc les éléments comme le devenir entreprise à mission qui existent dans la législation. Alors, l'entreprise à mission, c'est quelque chose d'important. Ça a notamment une portée juridique. Ça s'est développé pas seulement en France, mais aussi en Italie et dans beaucoup d'États aux États-Unis. C'est la Multipurpose Corporation. C'est très important parce que dans les statuts de l'entreprise, il n'y a pas seulement une mission et donc qui peut être opposée au profit. C'est-à-dire que l'entreprise peut dire, j'ai pas que le profit qui compte dans ma vie, j'ai aussi un autre objectif et donc je dois faire des arbitrages entre l'un et l'autre. Et vis-à-vis des actionnaires, c'est un point absolument essentiel. Je crois que cette dimension juridique, c'est tout à fait importante. Alors Claire, vous avez parlé tout à l'heure de la raison d'être. Ça aussi, c'est une nouveauté. Ça a été introduit par la loi Pacte qui a été élaborée suite au rapport Nota-Sénard. Comment ça... Qu'est-ce qui a amené l'entreprise à le faire et comment ça peut le changer, sachant que c'est une portée juridique qui est nettement moindre, évidemment, que le statut d'entreprise à mission. Oui, alors je commence par la raison d'être et sa portée juridique. Chez nous, et c'est important à avoir en tête, les actionnaires ont voté l'inscription de la raison d'être dans les statuts de l'entreprise. Donc, en termes de portée juridique, les statuts de l'entreprise, Engie, aujourd'hui, disent que notre raison d'être, c'est de fournir de l'énergie et des services dans l'optique de la transition énergétique et de concilier performance économique avec impact positif sur les personnes et sur la planète. Donc, c'est également dans les statuts de l'entreprise, donc avec une valeur juridique. Qu'est-ce qui a amené à se mettre dans cette démarche? Je pense plusieurs choses. D'abord, la réalité de notre activité. Je le disais tout à l'heure, une entreprise comme nous, dans un secteur énergétique, a forcément à se poser la question de la soutenabilité de son business model. L'a fait il y a plusieurs années. On est sorti quasiment à 100% du charbon. Aujourd'hui, le charbon représente 4% de la production électrique du groupe. C'est complètement marginal. Nous sommes sortis d'autres activités, type l'exploration, la production pétrolière. Et à contrario, nous sommes devenus un acteur majeur de l'éolien, du photovoltaïque. Nous sommes par exemple en France le premier développeur de l'éolien terrestre, le premier développeur aussi du photovoltaïque. Donc, une entreprise énergétique, et ça c'était une intuition forte de ses dirigeants, une conviction, avait besoin de faire un virage très fort pour avoir un business model soutenable et de s'inscrire dans la transition énergétique. Dès lors qu'on était naturellement et pour assurer la soutenabilité de notre activité inscrit dans la transition énergétique, question de le formaliser se posait, et elle s'est posée avec plusieurs dimensions. D'abord, les investisseurs, effectivement, nous encourageaient à le faire. Il y avait cette attente des investisseurs vis-à-vis des entreprises du secteur énergétique, une attente qui est en termes d'exemplarité, en termes d'empreinte carbone. Et donc, c'était aussi une manière de répondre à cette attente. Et puis, et je crois que c'est très important et on n'en a pas parlé encore, il y avait une attente du corps social et des collaborateurs du groupe. On est aujourd'hui, nous les entreprises, dans une situation dans laquelle, pour attirer les meilleurs, il faut être en capacité de donner du sens à notre action. Et je pense que c'était dit très bien avant moi par Manuela, par Amélie, par Aurélie aussi, mais qui parlait de certains types d'entreprises. Moi, j'ai envie de dire toutes les entreprises aujourd'hui, si elles ont envie d'attirer les meilleurs collaborateurs, elles ont besoin, et de les fidéliser, elles ont besoin de leur donner du sens. Et nous, ce qu'on a observé très concrètement chez Engie, c'est que
quand on a divisé par 2 notre empreinte carbone, hein, comme je le disais tout à l'heure, dans le même temps, nous avons vu le nombre de CV adressés à l'entreprise être multiplié par 3. Donc ça, c'est un marqueur fort et pour moi, ça renforce la conviction que j'ai que c'est vraiment un facteur, non seulement, enfin, c'est un facteur de soutenabilité de notre business model, hein, le fait d'être inscrit dans la transition énergétique. Et parmi les facteurs de soutenabilité, il y a vraiment cette capacité à attirer les meilleurs. Parce que quand on pense à ce qui fait la valeur d'une entreprise, hein, outre sa maîtrise évidemment de ses techniques, et dans un domaine énergétique, cette maîtrise, elle est absolument essentielle. Mais outre cette maîtrise, ce qui fait la valeur de l'entreprise, c'est sa capacité à attirer des personnes, à les garder, des personnes motivées, de qualité. Et pour moi, cette inscription de la raison d'être dans les statuts, cet affichage de notre volonté de concilier la performance économique et l'impact positif sur les personnes et sur la planète, c'est à la fois une manière de répondre aux investisseurs donc, qui ont cette attente de plus en plus pour des entreprises du secteur énergétique, et puis plus largement à l'ensemble des parties prenantes, les salariés au premier chef, les actionnaires, et puis aussi les clients, hein, parce que je disais tout à l'heure, notre activité chez Engie, c'est donc de verdir de plus en plus nos énergies et de fournir des services, et notamment des services d'efficacité énergétique. Amélie parlait de rénovation thermique, c'est une des activités sur lesquelles nous nous retrouvons. Ces services d'efficacité énergétique, ils sont de plus en plus demandés par les entreprises, hein, et ça c'est une très bonne nouvelle. De plus en plus d'entreprises cherchent à verdir leur activité, à réduire leur empreinte carbone, et c'est une partie de l'activité du groupe Engie. Donc il y avait vraiment une cohérence entre notre activité, la manière dont nous rendons notre business model soutenable et la raison d'être, l'inscription de cette raison d'être. La capacité à attirer les salariés, en particulier les jeunes salariés, est quelque chose d'essentiel. Il y a 2 ans, il y avait une pétition, enfin une déclaration qui avait été lancée par des étudiants d'HEC, de l'école polytechnique, qui avait été signée par plus de 30 000 étudiants et jeunes ensuite, et qui disait en substance on ne viendra pas travailler dans notre entreprise si elle est sale. Donc j'en avais entendu parler, je m'étais demandé si j'allais faire un article dessus, on n'avait pas parlé dans le journal, et j'ai vu le directeur d'un grand cabinet de conseil qui connaissait la pétition, la déclaration par cœur, parce que il a un gros turnover dans son entreprise, et ces gens-là, il a besoin de les attirer. Et ça m'avait frappé. Et on entend ça aussi dans beaucoup d'entreprises. Pour les attirer, il suffit plus d'avoir seulement des gros salaires, des perspectives de carrière et des jolis mots. Il faut aussi montrer qu'on agit vraiment là-dessus. Je crois que c'est un point tout à fait important. Didier, est-ce que donc, c'était d'une certaine manière plus naturel, vu votre statut, dans une logique de responsabilité? Est-ce que malgré tout, il y a des choses qui ont changé ces dernières années que vous pourriez partager? Oui, alors les choses qui ont changé, nous on est dans une démarche un peu différente. On est en train de travailler, vous voyez, sur la raison d'être, parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait, on faisait énormément de choses, énormément d'actions au titre de la RSE, au sens vraiment très très large, mais que c'était pas suffisamment connu de notre écosystème et surtout pas suffisamment connu de nos collaborateurs. Et donc, ils le faisaient, j'allais dire, un peu naturellement, que ce soit par l'intermédiaire en direct de la Caisse d'épargne ou par sa fondation. Donc, on avait besoin de rassembler un petit peu déjà tout ce qui était épars pour remettre ça en perspective. Donc, on va remonter le process pour aller, je l'espère, jusqu'à la raison d'être, qui est un chantier, bien sûr, que nous avons ouvert. Je suis tout à fait d'accord avec Claire, je crois que c'est un élément de fierté. C'est un élément de cohésion sociale et puis c'est aussi un élément qui résonne sur les jeunes salariés, sur les plus anciens aussi. Et puis c'est un élément aussi, j'allais dire, important parce que je vois notre écosystème nous adresse de plus en plus ce type de problématique. On prend la transition écologique dont on a beaucoup parlé. Moi, j'ai beaucoup de sociétaires, par exemple, beaucoup de gens qui sont venus me voir en disant « Nous avons vu pendant cette période du Covid qu'il y avait un sujet d'inégalité numérique. Donc, il faut que vous travailliez sur la transition numérique. Vous devez aider les particuliers, les commerçants, les artisans à passer ce cap de la transition numérique. C'est notre rôle de contribuer au financement de cette transition numérique. Donc, on a eu une très forte pression de notre écosystème et en même temps des demandes internes. Donc, ça a changé. La deuxième chose qui a changé et qui, pour moi, est fondamentale, on est dans un secteur qui n'est pas bien connu, pas bien compris et qui n'est pas bien aimé, la banque. Donc, j'allais dire, le débat est posé.
On s'est rendu compte au mois de mars, quand le président Macron donc, a décrété les confinements et tout, beaucoup de collaborateurs se sont rendus compte qu'ils étaient commerce essentiel. Ah, dans les agences, dans les centres d'affaires, commerce essentiel. Donc la banque, vous avez une vraie responsabilité. Vous n'êtes pas un service public, mais vous êtes un commerce essentiel. Entreprise privée, commerce essentiel. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça engage personnellement et collectivement? Et là, plus derrière, j'allais dire pour ceux qui étaient surtout dans la partie artisans, commerçants et entreprises, la nécessité très rapidement en urgence de se mettre en ordre de marche pour distribuer les PGE et puis pour assurer les reports d'échéance, je me suis rendu compte que beaucoup de collaborateurs, premier abord, pouvaient dire on est en train de protéger nos clients. Donc, quelque part, on est en train de protéger les risques de demain. On est en train de soulager notre bilan. Et puis, en plus, il n'y a que 10% de risque dans un PGE, 90%, c'est l'État. Oui, bien sûr. Mais derrière, il y a eu, et ça, je l'ai vu très concrètement dans les yeux des collaborateurs, dire on est utile. On se sent utile. On a enfin une responsabilité qu'on va pouvoir expliquer. Les clients ne se sont pas trompés. J'espère que ça va durer. Cette intimité, cette espèce de cette forme de rapprochement très forte qu'il y a eu entre les clients et leurs banques, dans toutes les banques. Hein, je ne fais pas la publicité de mon établissement. Mais il y a eu quand même un changement en termes de responsabilité. Une banque, ça finance ses circuits économiques. Une banque, hein, c'est fondamental. S'il n'y a plus de cash dans le DAB ou dans le GAB, c'est pas possible. Les populations fragiles ne peuvent pas, n'ont pas le sans contact, etc. Si vous ne donnez pas le PGE, l'entreprise n'a plus de chiffre d'affaires. Donc il y a eu une vraie prise de conscience de tous les collaborateurs, qu'ils soient en télétravail ou sur site, de participer à un commerce essentiel qui était sur une mission qui les dépassait. Au-delà de la performance, au-delà de la responsabilité, au-delà du contrat de travail. Et ça, je trouve que ce moment est assez intéressant parce que ce moment de la responsabilité avec tous les défis dont nous parlons, je crois que nous, dirigeants, on a cette responsabilité maintenant de tout mettre en ordre, sans oublier la performance, bien entendu, puisque s'il n'y a pas de performance, tout ça, ça s'écroule. Et s'il n'y a pas surtout de temps long hein, dans notre façon d'agir, tout ça, ça s'écroule. Voilà, donc moi j'ai senti à la fois de l'extérieur, en interne, et puis bien sûr sous le poids de la conjoncture, un changement assez fort et assez rapide sur ce thème de la responsabilité. J'ai un rôle en tant que citoyen, en tant qu'employé de banque, parce que sinon, non seulement mon client disparaît, mais ça veut dire que les collaborateurs, j'ai peut-être des cousins qui vont être au chômage, j'ai peut-être des villes qui vont se dépeupler, etc., etc. Donc il y a vraiment une conscience très forte et c'est assez rare. J'espère que ça va continuer. Alors, je vais vous titiller un peu là-dessus, mais j'avais entendu le prédécesseur de votre prédécesseur, Olivier Klein, qui m'avait dit exactement la même chose. On s'était vu début 2009, donc après la faillite de Lehman Brothers et le gel brutal des marchés financiers et les entreprises qui ont un gros problème de financement. Et il m'avait dit, on a eu une prise de conscience, on a eu un mouvement. Alors, est-ce que ça a été oublié ensuite et est-ce qu'on y revient? Non, le vrai sujet, c'est qu'en 2008-2009, je ne sais pas si j'aurais dit ça, mais le problème était un sujet bancaire, c'était une crise bancaire. Les banques étaient très affectées, les banques n'avaient pas de moyens. Aujourd'hui, j'allais dire 10 ans après, les banques françaises sont plutôt en bonne forme. Ce n'est pas une crise d'origine bancaire. Donc aujourd'hui, on a les moyens, on a de la liquidité. Jamais la liquidité n'a été aussi importante puisque les agents économiques épargnent beaucoup. On a de la solvabilité. Elle n'est peut-être pas aussi bonne que les banques américaines, mais les banques françaises ont des bons ratios de solvabilité. J'allais dire, on a tous les outils. On a tous les outils. Donc je crois qu'on n'est pas du tout dans la même configuration. C'est une crise, la Covid, hein, quand on est dans une banque, c'est aussi une crise qui porte beaucoup de symboles, hein, c'est une crise symbolique. C'est très important. Les gens se sont dit, demain nous n'avons plus de clients parce qu'ils ne sont plus là, je vais perdre mon travail. Ils ne se posaient pas cette question 2008-2009 dans les banques françaises. Dans certaines banques peut-être de marché ou des banques étrangères, oui. Donc, non, le moment est très différent, la situation est très différente. Et vraiment, la situation des banques est bien sûr différente. Et heureusement que les banques sont en bonne situation. Et c'est pour ça qu'elles ont pu faire ce travail, entre guillemets, de la première saison du Covid. La deuxième saison du Covid, participer au rebond économique sera plus compliqué. Mais en tout cas, des bonnes bases et des bases nouvelles ont été construites entre les clients et leurs banques, me semble-t-il, au mois de mars-avril.
Alors Aurélie, vous avez entendu beaucoup de témoignages dans des entreprises très différentes sur ce qui est en train de changer avec votre grille d'analyse. Comment est-ce que vous les interprétez? Est-ce que c'est vrai? Et qu'est-ce qui permettra d'aller plus loin? Je suis ravie déjà de ce que j'ai entendu. Bon, j'avais quand même quelques informations sur ces entreprises, mais confirmation en tout cas que voilà, ça va dans le sens que j'imaginais. Avant de répondre de façon globale à la question, Jean-Marc, je voulais juste revenir sur une petite remarque que tu avais sur les étudiants. Pardon, je t'ai tutoyé. Que tu as fait, donc, je me permets, sur les étudiants d'HEC. Et c'est vrai que pour enseigner auprès d'étudiants d'arts et métiers, Sciences Po, des écoles de commerce, je vois bien que quand je leur transmets des cours sur tous les modèles économiques alternatifs, ils sont extrêmement intéressés par ces sujets-là, véritablement. Ils ont voilà, le sentiment aussi qu'on leur ouvre une nouvelle voie, de nouvelles perspectives. Et il y a un vrai écho, je trouve, de la part des étudiants concernant tous ces modèles économiques alternatifs. Donc, ils sont très voilà, en demande et en attente. Voilà, j'ai vraiment ce sentiment sur ces sujets-là. Après, une autre petite anecdote sur les salariés, vous en parliez aussi, pour avoir fait quelques conférences auprès d'entreprises sur le nouveau paradigme économique, sur cette remise en question un petit peu des priorités au sein des entreprises. On discutait avec des salariés, avec le dirigeant d'une entreprise industrielle assez importante en local, là sur Bordeaux. On parlait de la récompense financière auprès des salariés. Et le dirigeant était partagé, les salariés aussi. Le dirigeant, parce qu'il me disait, bah, finalement, si on a des récompenses financières auprès des salariés, parce qu'ils ont bien travaillé, ils vont finalement être poussés à consommer davantage, généralement dans la consommation de voyage, qui génère probablement du réchauffement climatique. Donc, c'est peut-être pas forcément la solution en soi. Et les salariés qui, d'un autre côté, quand on leur posait la question, disaient, ben, au-delà de la récompense financière, c'est évidemment le sens, et c'est ce qui fait sens avant tout pour nous dans la structure. On veut travailler dans une entreprise qui donne du sens à notre activité. Et c'est vrai que c'est quelque chose que je vois aussi beaucoup quand je vais interroger les différents salariés au sein des structures. Donc voilà, c'est ma petite parenthèse plus spécifique, mais pour répondre plus globalement à la question, pourquoi les entreprises, elles bougent aujourd'hui? Qu'est-ce qui les amène à bouger? Donc, pour reprendre ce que vous avez dit, c'est les prises de conscience des dirigeants, ça c'est évident. C'est également la législation aussi qui va dans ce sens-là. Au-delà de ça, c'est selon moi toutes les crises finalement, qu'elles soient économiques, financières, les crises sanitaires qu'on est en train de vivre, les crises, j'allais dire aussi sociétales, évidemment, environnementales. Ces crises-là sont le témoin d'un monde malade qui fait que ça éveille aussi les consciences. Les gens se posent des questions à savoir, mais voilà, il faut qu'on remette en cause, il faut peut-être qu'on pense les choses autrement. Donc, c'est un élément important, cette notion de crise finalement, qui peut déclencher aussi chez certains ces prises de conscience. Il y a les consommateurs, vous l'avez dit, pour reprendre ce que vous avez dit, les consommateurs, c'est un levier important, les citoyens de façon générale qui veulent des produits de qualité, qui attendent des produits de qualité, des produits qui respectent l'environnement, ou aussi agissent pour faire bouger les entreprises, les salariés, qui veulent, donc on l'a dit, redonner du sens à ce qu'ils font et à leur activité. On voit d'ailleurs, ça me fait penser effectivement aux chiffres du burn-out, ça représente, c'est 12% de la population active aussi, donc il y a peut-être une remise en question sur notre façon et notre manière de travailler. La jeune génération, la génération Y, là, la petite poussette, comme dirait Michel Serres, cette génération-là, qui effectivement attend autre chose que de travailler dans nos entreprises hyper hiérarchisées, nos entreprises pyramidales. Eux, ils sont habitués à du collaboratif, à travailler en intelligence collective. Ils sont habitués à travailler en réseau. Donc, pour répondre aussi à leur attente, évidemment, c'est plutôt des entreprises en réseau qui vont être davantage adaptées. Donc, eux aussi, cette jeune génération, ces petites poussettes-là, eh bien, elles poussent pour bouger aussi ces entreprises. Mais je voudrais terminer juste sur deux choses là-dessus qui me paraissent importantes à dire. Il y a aussi différentes révolutions. Donc là, je ne vais pas vous apprendre grand-chose. La révolution technologique fait bouger aussi les entreprises. Mais la révolution sociétale, et plus particulièrement deux choses selon moi. Les femmes
on ne l'a pas forcément évoqué, mais elles sont de plus en plus présentes au sein des instances de gouvernance aussi des entreprises. Et je vous invite d'ailleurs à lire un article intéressant qui est dans les grands dossiers des sciences humaines sur la montée des valeurs féminines. Et ces femmes, finalement, qui apportent au sein de l'entreprise davantage de valeurs, j'allais dire, de collaboration, de communication, elles sont plus dans l'empathie. C'est vrai qu'elles sont plus proches, a priori, aussi des valeurs écologiques. Et la montée de ces valeurs féminines et la présence de plus en plus importante des femmes au sein des entreprises et des instances de gouvernance dans les entreprises agissent, à mon avis, pour faire bouger les entreprises. Donc, il faut continuer et pousser dans ce sens-là pour que les entreprises recrutent davantage de femmes au sein des structures pour apporter plus d'équilibre. Ce n'est pas parce qu'on est mieux, c'est juste pour apporter une autre vision aussi plus complémentaire. Et je terminerai sur un dernier point d'une étude d'un sociologue qui s'appelle Paul Ray et d'une psychologue Sherry Anderson, d'Américains, donc, qui ont fait le constat de la découverte d'une nouvelle catégorie d'individus qu'on appelle les créatifs culturels. Et les créatifs culturels sont des individus qui cherchent à vivre dans un autre modèle de société que notre modèle de société, j'allais dire, dominant, de surconsommation, qui mettent, pareil, au centre de leurs préoccupations davantage les hommes, l'environnement. Ils sont davantage tournés vers l'écologie, vers le développement personnel. Donc voilà, ils repensent l'agriculture, ils repensent l'énergie de façon globale. Et ce qui est intéressant, c'est que ces créatifs culturels, ça représente 35% de la population occidentale. Donc, il y aurait 35% d'individus aussi qui seraient en train de changer de valeur, et je crois que ça pousse. Et pour moi, le changement, il vient évidemment aussi beaucoup du bas, et c'est aussi toute cette nouvelle catégorie d'individus et toutes ces nouvelles valeurs qui sont en train de monter et qui poussent dans ce sens-là. Et parmi ces 35% de créatifs culturels, 66% sont des femmes. Donc, le changement viendra certainement des femmes. Bien, merci Aurélie. Donc Didier a parlé de son moment Covid. J'aimerais que Amélie, Manuela, Claire, vous nous disiez si dans votre entreprise, ce qui s'est passé, la situation absolument extraordinaire qu'on a vécue ces 8 derniers mois, avait amené aussi des changements sur la responsabilité de l'entreprise. On a vu beaucoup d'entreprises qui sont mises à faire des choses qu'elles ne faisaient pas auparavant, soit à produire des choses, soit à avoir des comportements vis-à-vis de leurs salariés. Vous, est-ce que vous pouvez nous citer des changements importants qui sont passés à ce moment-là, relativement brièvement, parce qu'il y a plein de questions très intéressantes que j'aimerais bien vous répercuter. Peut-être en quelques mots, nous, on a beaucoup centré nos efforts sur la protection des salariés. On ne peut pas dire que c'était nouveau, mais on a dû fermer au début l'ensemble de nos points de vente et nos usines, notamment en France. Et quand on les a rouverts, il a fallu s'assurer que ce soit fait dans le respect des gestes barrières. Tout ça très rapidement. Et en fait, c'est pas un changement profond chez Saint-Gobain. Au contraire, on a vu une mobilisation très forte des salariés et on l'a vraiment interprété comme justement un donnant-donnant, c'est-à-dire la réponse des salariés à l'objectif de protection et à la responsabilité de Saint-Gobain en tant qu'employeur. Donc ça a été très fort. On a été jusqu'à faire nos propres lignes de production de masques pour assurer une livraison à temps et dans des bonnes conditions de masques pour l'ensemble des personnels. Ensuite, je dirais, alors c'est pas tout à fait lié au Covid, mais il se trouve qu'ensuite, en septembre, on a communiqué sur notre raison d'être. Alors c'est un travail qui avait commencé avant le Covid, mais on est maintenant doté d'une raison d'être, Making the World a Better Home, qui du coup, je pense, résonne d'autant plus dans un monde post-Covid, très rapidement. Merci. Claire ? Oui, merci. Alors, le Covid, qu'est-ce que ça a changé pour nous? D'abord la façon de travailler, ce qui n'est pas anecdotique. Je pense qu'on a eu vraiment deux types de salariés pendant le Covid. Il y avait une partie de nos collaborateurs qui étaient dans des activités de terrain essentielles qui devaient se poursuivre. Et donc ça, c'était toutes les personnes qui assuraient la production, la distribution d'électricité, de gaz, les personnes qui allaient en plein confinement
dans les domiciles, hein, aller dépanner des chaudières parce que c'est indispensable et qu'on ne peut pas laisser une famille sans chaudière pendant plusieurs semaines. On avait les personnes qui travaillaient dans les hôpitaux, hein, une partie de nos salariés travaillent à la climatisation, à la stérilisation d'équipements dans les hôpitaux. Ces gens-là, évidemment, étaient sur le terrain. Et puis d'autres, par exemple, assurent la continuité de la chaîne de froid. Donc en fait, on avait toute une partie de nos salariés qui continuaient à travailler de manière extrêmement engagée, et moi je ne sous-estime pas du tout ce que ça veut dire, en plein confinement, quand on nous disait restez chez vous, de se lever le matin, d'aller sur le terrain, y compris chez des particuliers. Donc une partie des salariés étaient comme ça sur le terrain, une grande partie d'entre nous, et comme nous tous aujourd'hui, étaient en télétravail, hein, à l'échelle du groupe, 170 000 personnes, on a mis 65 000 personnes en télétravail du jour au lendemain. Donc une capacité à faire tourner une grande entreprise, hein, y compris en télétravail. Donc ça, c'est la première chose que le Covid a changé, cette réalisation qu'au fond, et pour moi, c'est d'ailleurs une leçon plus grande, hein, de la crise du Covid, au fond, nous pouvons changer de façon de travailler. Nous pouvons changer nos modes de vie, et je crois qu'on se parle de beaucoup de changements climatiques depuis tout à l'heure. Dans l'approche qu'on doit avoir du changement climatique, il y a sans doute des changements de mode de vie assez radicaux. Ça ne veut pas dire que demain, on sera tous en télétravail tout le temps, certainement pas. Je pense qu'on a tous besoin du contact humain, de la créativité qu'on a au contact les uns des autres. Mais cette capacité qu'a montré le Covid à changer les modes de vie est intéressante, je pense, pour continuer à construire. Et puis peut-être dernière chose, le Covid nous a aussi permis de montrer qui nous étions et de réagir en cohérence avec notre raison d'être et nos valeurs. Deux exemples, hein. Le premier, nous avons pris conscience du fait qu'il y avait un certain nombre de salariés dans le monde qui risquaient d'être moins bien protégés d'un point de vue sanitaire, social, prise en compte de leur protection sociale et que c'était particulièrement gênant au moment d'une crise sanitaire. Donc nous avons très vite étendu la protection sociale à l'ensemble des salariés du groupe. Nous avions l'intention de le faire, nous l'avons évidemment accéléré compte tenu de la crise sanitaire. Et puis nous avons agi localement pour faire des gestes ciblés qui nous paraissaient importants. En France, on a remboursé 2 mois d'abonnement à l'électricité pour les ménages en dessous d'un certain revenu. On a aidé nos petits fournisseurs partout dans le monde, hein, comme d'autres entreprises, en mobilisant des lignes de crédit. Et puis nous avons eu, je pense, là aussi, comme toutes les entreprises, en tout cas toutes les grandes entreprises qui ont une responsabilité particulière, toutes celles qui ont pu, on a eu des actions auprès des communautés dans lesquelles nous exercions, en faveur des hôpitaux, en soutien aussi des plus démunis. C'est quelque chose qui nous tenait à cœur. Je crois qu'une autre dimension importante de cette crise du Covid, c'est le creusement des inégalités. Il va falloir qu'on s'en occupe, et nous, ça a fait partie des actions que nous avons menées pendant cette crise. Et les crises sont toujours des occasions de prendre conscience de ses responsabilités ou de les assumer plus pleinement. Moi, j'avais été très frappé lors de la crise de 2008, la grosse crise économique précédente, de voir que Airbus s'était rendu compte que si ses sous-traitants disparaissaient, il avait un gros problème. Et donc, s'était mise en place une logique de responsabilité qui a changé la filière, qui aujourd'hui, évidemment, est affectée d'une manière très différente par un choc d'une nature qui n'a rien à voir. Manuela, est-ce que vous avez, vous, Très rapidement, je ne vais pas répéter toutes les mesures que nous avons prises, assez similaires à ce que Claire vient de nommer. Je peux juste peut-être ajouter du point de vue, disons, psychologique, parce que l'entreprise s'est aussi beaucoup occupée de la sécurité, disons, psychologique, tant des employés comme on peut dire, consommateurs. Je donnerai 2 exemples concrets. Du point de vue psychologique, nous avons mis en place, mais je suis sûre que c'est similaire pour tout le monde, beaucoup plus de mesures de management de proximité, comme on dit. C'est-à-dire, nous avons établi toute une série par vidéoconférence, évidemment, mais de moments ludiques avec les équipes, des moments aussi d'échange individuels avec les équipes pour donner espace
à chacun de pouvoir partager ses préoccupations, ses peurs, les problèmes avec les enfants, surtout au premier confinement, les enfants qui sont partout, comment on peut gérer les personnes âgées dans la famille, etc. Donc vraiment donner espace à la parole, parce que quand on n'a plus les moments à la machine de café, entre guillemets, il faut pouvoir créer cet espace. Et nous avons aussi mis en place des enquêtes envoyées évidemment anonymement avec une certaine périodicité pour sentir vraiment du point de vue quantitatif comment les employés allaient et pour être sûr que nous pouvions être là à côté des équipes pour ne pas laisser s'instaurer des moments de stress ou même de fatigue physique parce que je pense que pour tout le monde, surtout le premier confinement, du point de vue physique, a été très, très dur par ce mélange de toutes les facettes dans une même personne, de mère, d'épouse, de maîtresse à la maison, d'employé chez Danone. La même personne a dû faire tous ces mêmes choses dans la même journée. Donc, c'était très important pour nous. Et quand j'ai dit à côté des consommateurs, évidemment, je ne veux pas du tout être dans une position paternaliste de l'entreprise, mais nous avons certains produits dirigés, par exemple, aux jeunes parents. Et c'est évident que pour les parents, par exemple, qui venaient d'avoir un bébé ou avec un jeune enfant à la maison, ça a été un moment aussi très stressant et surtout dans des pays aussi où la partie de la sécurité sociale, l'accompagnement des médecins peut-être est moins présent. Donc, nous avons utilisé tout notre réseau euh, de force de vente, mais pas que, aussi évidemment de point de vue digital, pour être à côté des parents et pour pouvoir relayer les messages de la santé publique, pour pouvoir être vraiment à l'écoute sans évidemment imposer quoi que ce soit, mais pour pouvoir offrir aussi un accompagnement dans ce sens. Donc, juste deux exemples pour dire, en effet, il y avait la protection physique, mais ce qui est très important, je pense, pendant cette pandémie que nous vivons, c'est aussi l'accompagnement psychologique et par rapport aussi aux conséquences des inquiétudes que cette crise économique va laisser dans les esprits de tout le monde. Oui, ça montre bien même la nature très, très particulière de cette crise. Alors, il y a la crise économique, la crise sanitaire, évidemment quelque chose qu'aucun d'entre nous n'avons connu sous cette forme. Alors, il y a toute une série de questions. Il y en a deux qui sont posées nommément adressées à Claire, donc je vais les lui transmettre. Elles ont la même idée au fond, c'est est-ce que vous ne repoussez pas le problème à l'extérieur ? C'est le charbon, vous n'en avez plus, mais est-ce que vous n'avez pas fermé les usines, vous les avez vendues à d'autres gens qui continuent de les exploiter. Et symétriquement, dans le renouvelable, pour renouvelable, il faut des terres rares et des métaux aussi rares qui posent toute une série de problèmes environnementaux. Est-ce que c'est un vrai verdissement ? Alors, c'est deux bonnes questions. Hein. Sur les questions, sur les productions charbonnées, et donc les centrales à charbon en particulier, il y en a qui ont été vendues, il y en a qui sont en cours de conversion. Hein. Quand on peut, on favorise la conversion. Ce qu'il faut avoir en tête, hein, c'est que c'est des sujets qui sont socialement compliqués. C'est-à-dire que derrière les centrales, vous avez des réalités locales, vous avez des salariés qui sont dépendants, vous avez parfois, je ne parle pas de la France hein, en l'occurrence, mais vous avez parfois une mine à charbon qui fait travailler, qui fait vivre des centaines de familles. Donc, c'est parfois des situations socialement extrêmement complexes et on ne peut pas du jour au lendemain fermer une centrale à charbon. Donc évidemment, idéalement, on la convertit, dans certains cas, on en fermera. Mais c'est vrai que pour un certain nombre de cas, on a vendu des centrales à charbon qui ne pouvaient pas être dans des dynamiques de fermeture rapide. Alors, sur la question des énergies renouvelables, très bonne question. Je pense qu'effectivement, il faut, sur ces sujets de soutenabilité, hein, il faut raisonner en analyse en cycle de vie. Donc, il faut effectivement prendre en compte l'ensemble de l'empreinte carbone, de l'ensemble de la construction et de la production, de l'exploitation des éoliennes, des panneaux photovoltaïques. Ça, c'est une démarche qui doit être faite de plus en plus. Pour nous qui sommes, par exemple, exploitants, je vous disais que nous sommes le premier développeur en France d'éoliennes, nous faisons tout un travail en ce moment, hein, avec d'autres développeurs d'ailleurs aussi d'éoliennes, sur la manière de recycler les pales d'éoliennes. Parce qu'effectivement,
ça n'est pas parce qu'une énergie est verte qu'il ne faut pas se préoccuper de l'empreinte carbone associée. Donc ça, c'est une remarque qui est très vraie. J'ajoute que différentes énergies vertes ont différentes caractéristiques. On a parlé du photovoltaïque. Très souvent, les panneaux photovoltaïques aujourd'hui sont importés de Chine, qui est un pays dont le mix est aujourd'hui très carboné. C'est un sujet. On a parlé d'éoliennes, il y a le problème de recyclage des pales. Il y a d'autres énergies décarbonées que je mentionne, qui sont les gaz verts. Les gaz verts posent plutôt moins ce genre de problème. Les gaz verts, c'est quoi? C'est le biométhane. Le biométhane, c'est de la production de gaz, notamment à partir de déchets agricoles. Donc là, au contraire, c'est de l'économie circulaire. Donc, pas ces problèmes de matières rares importées. Et puis demain, l'hydrogène vert. L'hydrogène vert, c'est quoi? C'est de l'hydrogène qui est produit à partir de l'électrolyse de l'eau. Donc la matière première, c'est de l'eau. Il y a un électrolyseur et l'énergie que vous apportez, ça peut être de l'énergie solaire. Vous avez une énergie solaire qui produit de l'énergie à un moment où il y a beaucoup de soleil. Vous voulez la stocker. L'hydrogène vert peut être une solution de stockage. Donc je crois qu'effectivement, il faut, quand on regarde ces différentes énergies renouvelables, la question est très bonne, bien regarder l'ensemble de l'empreinte carbone, l'ensemble des externalités qui sont associées à la production d'énergie renouvelable. Bon, vous êtes très forte, on part d'un problème et vous arrivez évidemment à une solution toute verte. Didier, une question que je vous adresse, les autres pour aussi y répondre, mais je suis curieux de ce que vous allez dire. Pour les grandes entreprises, je vous la lis telle quelle. Pour les grandes entreprises, OK, car le risque est grand. Pour les PME, est-ce que c'est pas beaucoup plus compliqué? Jean-Marc, vous pouvez j'ai pas bien compris la question. Pour les grandes entreprises, OK, la question de la responsabilité. Pour les PME, est-ce que ce n'est pas très différent tout de même? Oui, non, bien sûr. Comment dire? C'est sûr que les grandes entreprises sont forcément mieux outillées, Voilà. ont des moyens, je suis d'accord. Mais moi, j'ai des exemples de clients PME qui très tôt ont développé une politique de responsabilité, que ce soit RSE ou de responsabilité beaucoup plus large, j'allais dire à la conception, à la création de leur entreprise. Voilà, donc peut-être avec plus d'agilité, plus de souplesse, plus de bon sens aussi que dans certaines grandes entreprises, dont je pense que je fais partie aussi. Mais oui, non, j'ai pas mal de contre-exemples. C'est pas forcément, bien sûr, il faut du budget, bien sûr, il faut être profitable, bien sûr. Mais je pense qu'il y a des voies médianes et il y a des voies peut-être un peu différentes. Moi, je l'ai vu notamment sur un certain nombre de startups. Et puis bien sûr, un certain nombre de start-up dans l'économie sociale et solidaire, de très petites entreprises dans l'économie sociale et solidaire. C'est vrai que culturellement, le dirigeant est souvent plus proche de ces problématiques et avec peu de moyens, arriver à faire des choses, j'allais dire, tout à fait intéressantes, avec une adhésion de l'écosystème, une adhésion des salariés. Donc je ne serais pas aussi manichéen que ça dans la réponse. Ce n'est pas forcément un sujet de moyens et un sujet de taille, c'est aussi un sujet d'état d'esprit et je vais dire d'alignement, et aussi d'alignement entre le dirigeant, les collaborateurs et son écosystème. Je crois que c'est très important, ses fournisseurs, ses clients. Voilà, c'est ça aussi la difficulté du métier de dirigeant aujourd'hui, d'être capable de s'aligner au sein d'un écosystème. Moi, j'aurais tendance à répondre avec les PME sont plus spontanément responsables que les grandes entreprises. Bon, ils ont peut-être moins les moyens d'être irresponsables, enfin, je ne sais pas. Oui, et vous savez, on le voit au niveau des risques. On a des PME qui ont très très bien traversé cette période du Covid parce que management très soudé, parce qu'une très grande agilité, une très grande souplesse par rapport à des très grandes entreprises qui ont beaucoup plus souffert. Donc, toujours entre les pattes des mammouths, il y a toujours de l'herbe à brouter, et il y en a qui la broutent très intelligemment, très intelligemment. Une question que je pose à Amélie et puis à Manuela, qui est bonjour, la responsabilité sociale s'étend-elle à ses partenaires dans la chaîne de valeur internationale? Amélie? Écoutez, oui, la réponse est oui.
vous donner un exemple concret. Il y a même des obligations en la matière. Enfin, Oui, il commence à y oui, avoir des même quand, par exemple, dans notre feuille de route CO2, on s'est engagé à baisser nos émissions. Déjà, l'engagement qu'on prend, il est à l'échelle du groupe. Donc déjà, on est présent dans plus de 60 pays. Donc on étend l'ensemble de nos objectifs et de nos ambitions à l'ensemble du groupe. Chaque pays ensuite doit répliquer et donc développer sa propre feuille de route auprès de son écosystème. Et puis, si on prend l'exemple de notre feuille de route CO2, on veut baisser nos émissions Scope 3 à horizon 2030. Scope 3, c'est toutes les émissions indirectes qui sont justement liées à l'écosystème, qui ne sont pas des émissions directes liées à nos processus de production, mais qui sont liées à notre écosystème. Et bien, ça veut dire que dans chaque pays, on va devoir aller voir notre écosystème et travailler encore plus que ce qu'on fait maintenant pour réduire les émissions de gaz à effet de serre de nos transporteurs, de nos fournisseurs, etc. Et de manière générale, dans notre feuille de route RSE, on prend des engagements, des chartes vis-à-vis de nos fournisseurs, vis-à-vis de nos transporteurs, pour qu'ils respectent aussi les principes de RSE qu'on s'applique à nous-mêmes. Ça fait partie de notre feuille de route RSE. Oui, c'est Donc, le scope 3, c'est très important. Le scope 3 est très important, mais voilà, même au-delà de la transition énergétique, même dans nos engagements RSE, ça rejoint un peu ce terme qu'on a vu un peu comme un fil rouge partout dans cette réunion sur l'écosystème. Ça rejoint le fait qu'une entreprise ne peut pas seule exercer sa responsabilité, elle le doit aussi le faire en coordination avec son écosystème. Manuela? Chez nous, c'est exactement pareil. Donc, déjà, les objectifs, évidemment, sont des objectifs globaux, donc pris par l'entreprise à niveau central et après appliqués par tous les business units. J'ai donné l'exemple de B Corp tout à l'heure. Évidemment, nous démarrons par un des pays plus iconiques, je dirais, parce que démarrer par les États-Unis avec un gros travail fait sur aussi tous les engagements que nous avons pris par rapport aux OGM, etc. C'est assez symbolique, c'est assez important. Nous avons 4, si je prends l'impact sur la planète, par exemple, nous avons 4 points fondamentaux de notre engagement. C'est évidemment la neutralité carbone, c'est évidemment l'utilisation de l'eau, l'agriculture régénérative et l'économie circulaire du packaging. Tous les 4 ne peuvent pas exister déjà que dans un pays, donc ce sont des engagements évidemment globaux et ce sont des engagements qui ne peuvent pas exister sans le travail dans l'écosystème, pour reprendre les mots, et avec nous, tous nos partenaires et nos parties prenantes. C'est quelque chose de super important, c'est quelque chose qui se travaille vraiment sur le terrain et avec tous les parties prenantes, tous les acteurs de la chaîne de valeur, évidemment. Je voudrais juste citer un exemple personnel. C'était un cadre dirigeant du pétrolier Total que je voyais en novembre dernier. Il était mi-figue, mi-raisin parce qu'il y avait un transporteur qui était un sous-traitant d'un sous-traitant, un chauffeur de camion qui avait eu un accident en Inde l'avant-veille. Et donc, il me disait, j'ai la moitié de ma prime qui saute. Et c'est vrai que ça amène évidemment à voir toute la chaîne intégrée de manière, enfin, qui n'est pas intégrée justement, mais à voir les sous-traitants et sous-traitants de sous-traitants de manière un petit peu différente et amener des exigences ensuite qui vont être un peu différentes. Aurélie, une question sur les sanctions. Est-ce qu'il commence à y avoir des sanctions en cas de non-respect par les entreprises des critères sociaux et environnementaux? Est-ce que ça peut être efficace? On ne vous entend pas, il faut que vous remettiez votre micro. Oui, c'est bon. Oui. Alors du coup, je vais botter en touche pour répondre à cette question. Bon. Non, je ne maîtrise pas suffisamment le sujet pour m'engager sur ça. Mais bon, après, si vous me redonnez la parole, je voulais faire un petit commentaire par rapport au Covid et à certains engagements. Mais on reviendra dessus après si vous souhaitez. Alors, autre question sur le rôle des États. Est-ce qu'il peut y avoir des labels pour favoriser les entreprises, pour favoriser les entreprises, pour faire que les entreprises deviennent plus responsables vis-à-vis de leurs parties prenantes?
Alors, moi, je veux bien répondre, Jean-Marc, mais je pense qu'en fait, le label est une notion intéressante, mais avant le label, je pense vraiment qu'on se parle de transition écologique. C'est vraiment un domaine dans lequel, et on l'a dit tout au long de ce débat, les entreprises, les acteurs privés, les investisseurs, les salariés des entreprises poussent de plus en plus et vont continuer à pousser pour que les entreprises s'engagent de manière déterminée dans la transition écologique, mais elles le feront d'autant mieux que l'action publique sera cohérente. Je crois que c'est vraiment un domaine dans lequel on a besoin de signaux forts donnés par l'action publique. Pour moi, c'est beaucoup plus important qu'un label entre nous. Pour dire les choses autrement, ce que j'attends aujourd'hui de l'action publique pour favoriser la transition écologique, c'est notamment et ça n'est pas facile d'un point de vue social. Donc, il faut en assurer la soutenabilité sociale, mais c'est notamment de fixer une trajectoire de prix du carbone, une trajectoire croissante, parce que ça permettra aux entreprises, ça permettra aux investisseurs financiers, représentés autour de notre table du panel, ça leur permettra de faire des investissements qui sont en cohérence avec l'exigence climatique. Si on ne le fait pas, on se prive d'un outil extrêmement puissant. Alors, on peut y arriver autrement. On peut faire des taxonomies pour définir ce qui est un investissement vert, en n'oubliant pas ce qui est un investissement de transition. L'État peut faire des subventions pour aider telle ou telle technologie émergente. On parlait des gaz verts, et tout ceci est nécessaire. Mais je crois que la première, si on regarde en tout cas la responsabilité environnementale et la capacité des entreprises et des investissements à s'inscrire de manière déterminée dans la transition écologique, ce dont on a le plus besoin aujourd'hui, c'est un prix du carbone à un niveau le plus large possible, européen au moins, si possible beaucoup plus, une taxe carbone aux frontières pour éviter de la concurrence déloyale, et ça, ce sera beaucoup plus puissant que n'importe quelle labellisation. Voilà, donc je ne réponds pas complètement au sujet de labellisation, mais je pense qu'il y a un sujet sur l'action publique qui va bien au-delà de la question de la distribution de labels. Je dois ajouter là-dessus que Engie n'est pas une entreprise et pas isolée dans sa position. C'est une demande assez constante depuis d'ailleurs un certain nombre d'années, même si ça apparaît pas forcément au premier plan, une demande des entreprises adressée à l'État sur le thème. Nous, on ne peut pas avancer si on n'a pas des règles qui sont différentes. Il y a certaines règles qu'on peut se fixer nous, mais il y a d'autres règles. Il faut que ce soit l'État qui les fixe, en particulier évidemment l'histoire de la taxation du carbone. Voilà. Sur l'histoire des labels, il y en a déjà un certain nombre. Oui. Danone a cité Bicorp. Nous, chez Saint-Gobain, on est sur la liste A du Climate Change CDP. Il y a le classement du Wall Street Journal qui vient de sortir. Donc, en fait, il y a déjà énormément d'initiatives qui sont foisonnantes sur ces sujets-là et qui classent les grandes entreprises en fonction de leurs engagements environnementaux et sociétaux. C'est le cas aussi dans la finance où il y a toute une série de labels. Il y en a le problème d'ailleurs, c'est qu'il y en a plutôt un peu trop. Et si l'État en fixait, ça n'en garantirait pas forcément la reconnaissance par les investisseurs privés. Aurélie, oui. Oui, si je pouvais du coup compléter, rebondir, mais allez-y, Jean-Marc, vous aviez une question. Non, sur ce que vous vouliez dire tout à l'heure sur le... Voilà, oui, je voulais rebondir et c'était aussi l'occasion, au-delà, enfin oui, de labellisation, d'engagement politique, pour s'engager dans la transition et dans le changement, je voulais vraiment évoquer aussi la notion d'indicateur. Et je trouve que précisément la crise du Covid nous fait nous interroger aussi sur les indicateurs. Parce que si on fait focus aujourd'hui sur les indicateurs qui sont dominants, les indicateurs de performance financière, le chiffre d'affaires, le cash, les bénéfices, les résultats sont catastrophiques et c'est relativement effrayant. Et c'est l'occasion peut-être de regarder aussi ailleurs, de regarder autre chose, de valoriser autre chose. Et des indicateurs qui seraient relatifs justement à un certain soutien à l'économie. Alors je dis ça parce que je pense à des entreprises comme entreprises fabricantes de jeans, 1083, qui justement pendant le Covid s'est mobilisée pour fabriquer des masques. À des entreprises aussi qui sont dans la cosmétique et qui se sont de la même façon mobilisées pour faire du gel hydroalcoolique, ou bien des salariés qui sont en chômage partiel, qui se sont engagés
pour aider les associations, pour aider aussi à aller sur le terrain au niveau de l'agriculture. Tout ça pour dire que ça, c'est des aides gratuites et qui ne sont pas valorisées, si vous voulez. Ce sont des actions qui précisément soutiennent l'économie et qui ne sont pas valorisées, donc, et qui ne reflètent pas précisément ces indicateurs. Donc c'est voilà, aujourd'hui l'occasion de se poser cette question sur nos indicateurs. Si on faisait focus aussi sur de nouveaux indicateurs de contribution à l'économie, mais d'une autre façon aussi de contribuer à l'économie, et je vais plus loin là-dessus, c'est aussi la remise en question un peu plus profonde de notre indicateur du PIB, de notre indicateur de croissance économique, qui est un indicateur purement quantitatif et financier, et l'accompagner évidemment de tous les indicateurs potentiels, qualitatifs. Alors on y va de plus en plus, mais que ceux-ci prennent évidemment beaucoup plus de valeur et beaucoup plus d'impact et à plus grande échelle. Et après, moi j'avais juste envie de conclure là-dessus parce que j'ai peur de ne pas pouvoir le dire après, donc je le dis maintenant si vous m'y autorisez. Donc si on veut évidemment que ce monde change, si on veut apporter du changement, bien sûr que ça passe par l'entreprise. Mais au-delà de ça, et ça c'est un peu mon message fort, pour moi c'est l'économie, c'est la discipline même de l'économie qui doit se remettre en question profondément dans son essence même, dans ce qu'elle est, dans sa définition. Jusque-là, l'économie cherche à satisfaire les besoins matériel des hommes, dans son essence même. Mais est-ce que l'idée, c'est pas plus précisément de satisfaire les besoins de la planète, du moins effectivement les besoins de l'homme sur cette planète-là, et puis eh bien, que cette économie, elle remette aussi peut-être en question son objectif principal, qui reste précisément un objectif de profit, que cette économie, elle remette ses axiomes de base, tout ce sur quoi elle est constituée, comme quoi nos besoins sont illimités. Donc voilà, il y a aussi pour moi une vraie remise en question de la discipline. On n'en parle pas suffisamment, mais dans le changement profond de la société, c'est l'économie et les économistes qui aussi doivent se remettre en question et s'ouvrir à tous ces changements-là. Ça fait évidemment une très belle conclusion pour vous. Je vais demander, notre temps est écoulé, je voudrais simplement que chacun des 4 autres intervenants dise en un mot ou à la rigueur en une phrase ce qui permettrait aux entreprises d'être encore plus responsables demain. On va commencer par Amélie. Je pense que c'est un engagement continu de leurs dirigeants, de leurs salariés et des consommateurs. Je rejoins le fait qu'on a tous une responsabilité en tant que consommateurs, en tant que salariés, et pour nos dirigeants, en tant que dirigeants, pour progresser dans cette voie-là. Voilà. Merci. Didier ? Oui, non, moi je pense que, comme le dit, comme ça a déjà été dit, l'alignement doit être très important. Dirigeants, salariés, mais aussi, j'allais dire, à l'horizontale, avec ses clients et avec ses fournisseurs. La crise du Covid, ça a été aussi l'occasion pour beaucoup d'entreprises de redécouvrir qu'ils avaient des fournisseurs. Et que quand les fournisseurs ne peuvent pas livrer parce que le conteneur est fermé, l'usine ferme. Voilà, donc je pense que ma conviction, c'est cet alignement très fort dans la durée. D'accord. Milton Friedman avait déclenché un alignement entre le manager et les actionnaires. Et là, il faut évidemment, ce que vous dites, c'est un alignement beaucoup plus large. Claire ? Oui, je repars de la crise du Covid. La crise du Covid, c'est quoi ? Des interdépendances, une capacité d'agir de manière extrêmement forte. Qu'est-ce qui nécessite demain qu'on agisse de manière très forte et alignée ? La crise climatique, de manière évidente. Comment on y arrive ? Moi, je pense que les consommateurs, les salariés ont un rôle à jouer, le jouent déjà. Les actionnaires de plus en plus, je pense qu'ils peuvent le jouer plus. Et puis, on a vraiment besoin d'un alignement, c'est-à-dire que c'est vraiment l'ensemble de l'écosystème qui doit aligner les incitations. Et je reviens à l'action publique. Je pense que l'action publique, en la matière, est déterminante. Il faut que les bons signaux soient envoyés pour que l'ensemble des acteurs privés prennent des décisions compatibles avec le changement climatique. Et enfin, on va boucler avec vous, Manuela. On avait commencé par vous. Donc, je reprends les mots d'Antoine Reboux. Donc, la croissance économique a certainement amélioré la qualité de vie, mais le résultat n'est pas satisfaisant. Lui, il disait il y a un double projet économique et social. Aujourd'hui, je pense que cette double n'existe plus. C'est un projet unique. L'économique doit être fait avec le social. Tous les parties prenantes sont là et le montrent. Et le consommateur, désormais, un consomme acteur et choisit chaque fois
qu'il achète quelque chose, il vote pour le monde dans lequel il veut vivre. Donc, c'est obligatoire. Ce n'est plus un choix. Merci. Donc, les entreprises sont-elles responsables? La réponse est à l'unanimité oui. Elle vous a peut-être semblé un petit peu paradisiaque, peut-être un peu trop rose. Je pense aussi que ça n'est pas facile tous les jours, qu'il y a des responsabilités à assumer partout et que c'est une longue route. On est très, très loin d'être arrivé, mais ça a paru clairement dans les dernières interventions. Merci à tous et c'est maintenant la fin de cette session. Au revoir.